le thème de cet ouvrage et le contexte de sa sortie nous appelle à une réflexion, à mon avis, la plus poussée possible. D'abord, il faut louer le courage du professeur Soleiman qui prend à contre-pied la compréhension, je dirais, habituelle qu'on a bien voulu construire de l'islam. Et j'utilise le terme construire. Et ce sera mon premier point. La construction de la négativité dans l'islam n'est pas quelque chose de hasardeux. C'est quelque chose de bien précis, de bien voulu. Ça n'arrive pas par hasard. Et ceci malgré toutes les attentions que nous avons faites. On a attiré l'attention d'un média comme RFI. On leur a écrit de nombreuses fois pour leur dire l'utilisation du terme djihad ne peut pas être acceptable. Ils le savent, mais ils continuent. Donc ça veut dire qu'il y a une raison à ça. La deuxième chose que je voudrais dire, sur laquelle je veux revenir, c'est même la notion de la paix. Pour dire que si la paix a un prix, nous ne devons jamais savoir que la guerre aussi a un prix. Et malheureusement, pour nous qui sommes des spécialistes en relations internationales, nous sommes obligés de vous dire que l'activité la plus lucrative, qui rapporte le plus d'argent, c'est la guerre. C'est pas la paix. Et nous devons regarder le monde tel qu'il est, et non tel que nous souhaitions qu'il fût. Et nous, les Africains, avons ce devoir de regarder froidement la marche du monde, pour y tirer notre propre épingle et nous y tirer nos intérêts. Nous devons arrêter d'être la courroie d'accompagnement des autres et à notre dépend. Et c'est comme ça que Mohamed a été tué. Parce que même au Conseil de sécurité, il y a eu des voix africaines pour le condamner. La résolution 1973 du Conseil de sécurité est une résolution scandaleuse qui aboutit à l'assassinat d'un chef d'État en fonction. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais donc proposer deux phrases. La première, c'est de revenir sur ce que j'appelle la construction d'un islam négatif. Ce n'est pas un hasard. Ça commence avec le livre qui vient d'être cité tout à l'heure, Samuel Huntington. C'est un livre très dangereux, parce qu'il présente le monde de manière inexacte et fallacieuse. D'un côté, il y a les bons, les chrétiens et la civilisation occidentale, et de l'autre côté, le mauvais, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas occidental. C'est une façon extrêmement dangereuse et simpliste. D'abord, il oublie le professeur Huntington, qui par ailleurs est un très bon professeur pour les États-Unis, il oublie que la nation qui a le plus grand nombre de musulmans n'est ni en Orient, ni au Moyen-Orient, ni en Afrique, mais bien en Indonésie. Première analyse, première erreur analytique. Pour lui, l'islam égale l'Arabie, égale l'Afrique du Nord, ce qui est faux. Deuxièmement, on construit une théorie de l'islam essentiellement négatif, méchant, pour une raison très simple. C'est qu'il y a des organismes qui ne peuvent pas fonctionner dans un monde sans guerre. Il faut bien le savoir. Leur raison d'être est là parce qu'il y a des conflits. Et quand il n'y en a pas, il faut les inventer. Il faut les créer de toutes pièces. Et qui sont les dindons de la farce? C'est nous. Qui ne comprend pas ces flux internationaux? C'est nous. À qui on présente tout ça? C'est encore nous. Et qui achète ces armes? C'est nous. L'Afrique ne fabrique pas d'armes, sauf à deux endroits. En Égypte, un tout petit peu, et en Afrique du Sud, un tout petit peu, c'est tout. 90% des armes qui circulent en Afrique viennent d'ailleurs. Et on nous les vend très cher. Vous croyez vraiment qu'on va arriver à un moment où on va plus vendre les armes? Ça me semble très difficile. La seule résolution qu'on attend des Nations Unies, et qui n'arrivera jamais, c'est la résolution portant l'interdiction de fabriquer des armes. On ne parle pas d'embargo,
On ne parle pas de suspension. Nous disons l'interdiction de fabriquer les armes. Ça n'arrivera jamais. Sachez-le. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la guerre, pour certaines puissances, réellement homogènes, je vais dire réellement globales, est que la guerre ne s'arrête jamais. Mesdames, Messieurs, on doit lire le monde tel qu'il est. Donc nous devons prendre le contre-pied de ça et arrêter des guerres sans fin. Parce qu'il y a des guerres sans fin qui ne finiront jamais. Israël, Palestine, ça ne finira jamais. Sauf s'il est concerné en bonne conscience et on décide eux-mêmes. C'est ce que j'ai dit un jour en RDC. En RDC, je leur ai dit que votre guerre ne se terminera jamais. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ça se termine. Le diamant, le cobalt, le cuivre, tout ça, on en a besoin en le volant. Et c'est ce que fait la guerre. Donc, l'islam est présenté de manière falsifiée. Mais c'est fait de façon tout à fait volontaire. On invente en relation internationale des mots qui n'ont pas de sens. On dit groupe État islamique. En théorie de relations internationales, ça ne veut strictement rien dire. Un État ne peut pas être un groupe ne peut pas être un État. Or, on a accepté ces aberrations pour la bonne cause, c'est-à-dire pour continuer les inepties. Je répète, en théorie des relations internationales, et j'aimerais être contredit, le terme groupe État islamique est une aberration, ça ne veut rien dire. Un groupe ne peut pas être un État, et un État ne peut pas être un groupe. Or, ça a été accepté dans l'analyse juridique aujourd'hui. Normal, c'est grave. Voilà jusqu'où on veut aller quand on veut créer la psychose de l'islam. Et c'est la raison pour laquelle les interlocuteurs du professeur Suleiman étaient étonnés de voir le titre de son livre. Parce que dans leur, pas conscient, mais dans leur subconscient, ceci est impossible. Pourquoi? Parce qu'on leur a rabâché cela toute leur vie. Et vous savez, nous sommes les fruits de notre environnement. Quand on vous inculque des choses du matin au soir, vous commencez à les tenir pour des réalités alors qu'elles ne le sont pas. Voilà le drame qu'on a créé et le monstre qu'on a créé. Maintenant, la deuxième partie de mon exposé a trait à qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'Africains, aujourd'hui. D'abord, c'est la déconstruction, moi j'appelle les individus. Il faut déconstruire des choses qui ne sont pas acceptables. Nous avons été victimes, nous les Africains. Je pense tous les Africains. Quand Mohamed Kadhafi a été tué là, ce n'est pas que les Africains musulmans qui en souffrent, c'est nous tous. Tous, il n'y a aucun Africain aujourd'hui qui peut vous dire qu'il n'est pas impacté négativement par la mort de ce monsieur. Ça n'existe pas. Or, on nous l'a présenté comme un horrible monsieur, entre guillemets, dictateur. Moi, j'aimerais vivre dans une dictature comme ça, où je ne paye ni l'eau ni l'électricité. Pas d'eau, pas d'électricité. Une dictature où le litre d'essence est à 0,55 centimes d'euros. Une dictature où chaque couple qui se marie a droit, de par la loi, à soit un appartement, soit une villa. C'est ça la réalité. J'étais là-bas, je ne peux pas faire des choses que j'ai entendues. J'étais là-bas. J'ai vu. J'ai douté, je suis allé voir. Ce que je rapporte là, c'est un récit de voyage effectif. Ces choses existaient. Et ce pays était le premier pays sur le plan économique en Afrique. Avec 12 500 dollars par tête d'habitant. Aujourd'hui, ils sont 7 000. Et ça ne fait que descendre. Aujourd'hui, il y a 2 gouvernements, 2 parlements, 2 capitales, 160 milices. Ce qui a prospéré là-bas, c'est la milice et le désordre. Voilà ce à quoi on voudrait que les autres pays aussi ressemblent. Nous devons donc voir et tirer nos leçons. Je ne suis pas ici pour insuffler la haine, non. Je ne suis pas ici pour insuffler la guerre entre les civilisations, entre les religions, entre les personnes, non. Mais je suis là pour qu'on sache qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'Afrique.
Et comment nous devons défendre ces intérêts? C'est notre droit le plus absolu. On n'a pas à demander de permission à qui que ce soit. Nous devons donc nous orienter vers cette dynamique. Voir ce qui est bon pour nous et travailler pour la maximisation de ses intérêts. L'islam ne peut pas être un danger pour l'Afrique. L'islam, dans sa version la plus connue en Afrique, est un islam confrérique. Un islam confrérique, d'après ce que j'enseigne, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, au Sénégal, les mourides ne peuvent pas contraindre les tidjanes à devenir mourides. Tout comme un tidjane ne peut pas contraindre un mouride à devenir tidjane. Non. Pourquoi? Parce que les ancêtres qui les protègent que ceux qui connaissent. Donc il y a une dimension culturelle néo-africaine dans cette affaire, bien sûr. Et donc ça veut dire que cet islam-là est essentiellement un islam de paix, d'acceptation de l'autre, non pas parce qu'il n'est pas comme vous, mais précisément parce que ces différences-là, vous l'avez acceptées. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit est catastrophique. L'invention d'un islam intolérant. Le Cameroun, je l'ai mis par là, parce que je ne vais pas me poser. Le Cameroun est un grand exemple. Je vous dis un très grand exemple. Aucun Camerounais ne s'étonne qu'à la cathédrale Notre-Dame de Victoire, je crois que c'est le nom, l'imam, le grand imam de Yaoundé, soit là, à l'université coranique, avec son chapelet. Mais on trouve ça tout à fait normal. Mais dans d'autres pays, c'est un acte de guerre. Il faut le savoir. Mais ici, et plus loin encore, c'est peut-être le seul pays au monde où dans une même famille, la moitié est musulmane, l'autre moitié est chrétienne. Le lieu, c'est le nous. C'est faisable et ça se fait et ça existe. Donc, nous devons nous poser en éclaireurs du monde. Les Africains doivent arrêter d'être des suiveurs. Ceux à qui on vient donner des leçons sur tout et à propos de tout, y compris eux-mêmes. Nous sommes toujours là à attendre que les histoires viennent d'on ne sait trop où pour nous parler de nous-mêmes. Nous devons changer cet état d'esprit. Nous devons prendre le commandement de notre propre existence, du présent et du futur. C'est possible et c'est faisable. C'est pour ça que les livres comme ceux-ci doivent être lus. Ils ne sont pas écrits pour ronronner la bibliothèque. Non. Nous devons le lire. Et tout à l'heure, il a parlé de la taille du livre. Je voudrais rappeler au professeur Souleymane qu'un livre comme Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire a moins de 50 pages. On en parle depuis 60 ans. Moins de 50 pages. Donc la taille n'a rien à voir avec la profondeur ou la densité de l'analyse. Rien du tout. Quelquefois même c'est inversement proportionnel. Les plus gros livres ne sont pas nécessairement ceux qui détiennent la plus grande science. Pas nécessairement. Ça peut arriver. Donc, ne dites pas que le livre est mince. De taille. Non. Ce qui est dedans, c'est déjà le message à contre-courant que charrie ne serait-ce que le titre. Il pose un problème fondamental et qui vous amène à réfléchir sur la nature même de l'islam. Et je crois que c'est déjà ça. Donc, en ce qui me concerne, je crois qu'il faudrait que les Africains aient le courage d'accepter qu'ils doivent eux-mêmes et elles-mêmes piloter leur existence. Nous devons refuser le tutorat structurel et ad vitam aeternam, où on vient nous dire qui nous sommes. L'Afrique ne se définit pas, elle est définie par les autres. Ceci n'est plus acceptable. Et nous sommes maintenant à l'ère du basculement du monde. Vous-même, vous voyez les choses qui se passent dans le monde. Les choses sont en train de changer. Incroyable et impensable il y a seulement 10 ans. La place de l'Afrique est une place qui est inévitablement en train de la propulser vers l'avant.
qu'elle le veuille ou pas. Parce que nous avons et les ressources humaines d'un côté et les ressources matérielles de l'autre. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est la jonction par notre conscience africaine nous-mêmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce qui effraie tout le monde. Il y a des gens qui ont dit que ça ne se fera jamais, mais c'est en train de se faire. Donc, il faut que nous soyons conscients que nous sommes à un carrefour de l'histoire. Et ce carrefour, nous devons en être les propres acteurs. C'est nous. Ce n'est plus quelqu'un qui va venir nous dire ce qu'on va faire. Je termine avec l'actualité d'aujourd'hui. La Coupe du Monde. Aucune équipe n'est coachée par un homme africain. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, depuis qu'elle a été créée. Vous voyez que c'est déjà un signal symbolique très fort. Aucune équipe africaine n'est coachée par des sorciers de je ne sais pas quel. Ce sont des sorciers africains eux-mêmes qui sont là. Ça peut sembler anecdotique, ça peut sembler trivial, mais ça ne l'est pas. Ça veut dire que nous sommes en train de comprendre qu'il ne revient à personne de travailler pour le bonheur de l'Afrique. Personne ne peut mieux aimer l'Afrique ou le Cameroun, plus que nous-mêmes. Personne. Et ne nous laissons jamais prendre dans ce piège. Je vous remercie, mesdames et messieurs.